Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, toutes mes excuses, les plus humbles, les plus sincères pour ne pas être avec vous aujourd'hui. Je ne vous ferai en aucun cas le coup du mauvais Parisien qui ne veut pas quitter le périphérique. Tout d'abord parce que l'air est plus pur chez vous, mais surtout parce que je ne suis pas parisien. Né en Basse-Normandie, dans un village où je pensais que nous-mêmes, nous étions exclus du monde et que tout le monde ignorait même jusqu'à notre existence. Je vais vous parler en étant légitime et illégitime. Ce matin, illégitime parce que c'est toujours la meilleure façon d'évoquer un sujet, et légitime parce que, à la fois, j'ai fondé l'Observatoire de l'ubérisation qui constate et regarde avec intérêt les évolutions de cette société par le digital, et de l'autre côté, parce que je préside depuis quelques années maintenant, plus de 15 ans, EduFactory, qui est un acteur du e-learning et donc de la formation à distance. C'est la raison pour laquelle je vous parlerai aujourd'hui de l'impact et du décloisonnement que peut créer le digital sur l'univers de l'éducation et de la formation. Donc la thématique d'aujourd'hui, c'est effectivement, de façon sous-jacente, cette révolution numérique, digitale, on ne sait même plus vraiment comment l'appeler aujourd'hui, mais en tout cas cette révolution qui a encore difficilement atteint un domaine particulier de l'économie, qui est celui du savoir, qui est celui de l'éducation. Pour beaucoup d'observateurs qui voient tous les pans de l'économie touchés progressivement par l'ubérisation, puisque j'ai le privilège d'avoir fondé il y a quelques mois l'Observatoire de l'ubérisation, on voit que le dernier gros pan de résistance, cette espèce de village gaulois, mais qui est assez universellement partagé par tous les pays, c'est celui de l'éducation. Et donc, alors qu'aujourd'hui, la formation à distance a plus de 120, 130 ans d'existence, les premières écoles par correspondance sont du siècle dernier, on est toujours dans un stade où aujourd'hui on réfléchit à la façon dont le digital pourrait véritablement révolutionner, en tout cas apporter un mieux, parce que le changement lui-même a relativement peu d'intérêt, apporter quelque chose de plus, c'est beaucoup plus intéressant que ça, en tout cas atteindre la formation initiale, la formation professionnelle et bien évidemment l'un de ces vecteurs principaux que sont les universités mais aussi les écoles. La pression extérieure pourtant est énorme aujourd'hui et finalement quand on regarde aujourd'hui l'arrivée de ces grands moteurs de recherche, alors Google pour celui qui prend pratiquement 95% du marché français aujourd'hui, mais Quant, qui est notre moteur de recherche français, Cocorico 100% à nous, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on pourrait partir du postulat que le savoir est disponible. Pourquoi apprendre quand il suffit de cliquer pour découvrir ce dont on a besoin? C'est une première question qu'on pourrait se poser. Je n'y apporterai pas de réponse, mais c'est une véritable question. Parce qu'elle remet en cause le rôle du formateur, le rôle du professeur dans le rôle de dispensateur de savoir. La deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est à l'heure où Watson, cette espèce d'algorithme d'intelligence artificielle développé par IBM, qui a, comme vous le savez tous, vous avez tous lu la presse, remporté cette compétition contre le joueur de Go il y a quelques semaines, on pourrait se dire que si aujourd'hui une intelligence artificielle non seulement peut dispenser du savoir, mais répondre à des questions de plus en plus complexes, on se demande si là on est en train, après avoir enlevé le haut, on n'est pas en train d'enlever le bas de ce formateur qui se voit dépossédé d'une partie de son rôle, et un petit peu plus chaque jour, et surtout avec une vitesse croissante. La troisième chose qui est très importante, c'est qu'on commence à être très impacté par ses habitudes personnelles. L'habitude personnelle, c'est dans le monde de l'éducation, YouTube. Aujourd'hui, vous avez envie de changer votre musique d'un Android vers un iPhone ou réciproquement, avant d'avoir un mal de crâne carabiné, de passer 3 jours à acheter tous les portables qui arrivent à votre portée, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur YouTube. Et ce qui est très important, c'est de voir que tout à coup, des gens inconnus, qui ne sont pas des formateurs, qui ne gagnent aucun argent à le faire, vont tout à coup décider que, parce qu'ils sont légitimes, crédibles et qu'ils savent faire quelque chose, ils vont le mettre à disposition gratuitement sur le marché. Et on rentre dans un domaine qui est la formation résolutive, où on dit vous avez un problème, je vais vous mettre la solution en ligne et je n'ai rien d'autre à y gagner qu'une visibilité, une forme de starification que le digital a su impacter aujourd'hui. Donc, ce qui est très important, et ce n'est jamais arrivé avant, nous arrivons aujourd'hui à un stade où la valorisation, la reconnaissance, la légitimité est le plus grand moteur de la formation sur Internet. Donc, 2 exemples
très caractéristique qui montre un peu la disruption. Et à nouveau, ce n'est pas une réponse, c'est une question qu'il faut se poser. L'école 42, montée par Xavier Niel, auquel j'ai eu la chance de participer dans son montage, une école sans prof. Bien, pas bien, je ne sais pas, mais elle existe, elle fonctionne. Elle a aujourd'hui près de 3500 élèves qui suivent une scolarité remarquable avec des offres d'emploi à un niveau de salaire dont rêveraient à peu près tous les diplômés de France. Ça fonctionne, il n'y a pas de professeur. Deuxième exemple, c'est celle effectivement de Thierry Marx dans l'apprentissage qui dit mais un CAP, 3 ans, 4 ans pour finir en dessous d'un SMIC en bossant 10 ou 12 heures par jour, c'est quoi le projet? C'est quoi l'attractivité? C'est quoi la motivation? Et aujourd'hui, c'est 60 gestes, 6 semaines pour être commis de cuisine. Ça ne dure que 6 semaines. J'atteins un premier niveau, j'y excelle par la pratique et je passe plus tard à un second niveau. Donc on révolutionne aussi l'apprentissage dans des métiers manuels, plus traditionnels, plus techniques. Et donc on le voit, à une des extrémités, la programmation, le monde du numérique et du digital, avec l'école 42, et de l'autre côté du spectre, ces métiers manuels qu'on a trop longtemps défavorisés, mais les deux cas, leur racine commune, c'est qu'on est en train de s'évader d'un mode pédagogique traditionnel pour aller vers autre chose. Une autre grande question, ou en tout cas une grande observation qu'on peut se faire par rapport au e-learning aujourd'hui, à la formation digitale et la formation numérique de façon globale, ce nouveau mode pédagogique. C'est l'impact colossal de vos usages personnels sur ce que vous exigez aujourd'hui dans le monde professionnel. Jamais, pour moi en tout cas, en plus de 15 ans dans ce métier de la formation en ligne, puisque aujourd'hui je dirige une société qui s'appelle EduFactory et dont le métier est de construire du contenu e-learning, jamais je n'ai vu un tel impact des habitudes, des usages, des utilisations personnelles des individus sur mon métier. 3 exemples très rapidement. Les gens me demandent des contenus plus courts, plus ludiques, plus gamifiés, beaucoup plus courts, et ça c'est un élément très très important, c'est-à-dire qu'avant on pouvait encore, dans les années 90, faire des CD-ROM qui étaient des paquets d'1 heure ou d'1 heure, un quart de formation. Aujourd'hui, sous forme vidéo, mais aussi sous forme de serious game, tout est découpé en petits grains pédagogiques de 1 minute 30, 2 minutes pour une vidéo, exactement le contraire de ce que je vous impose aujourd'hui, puisque vous allez devoir me subir pendant près de 10 ou 12 minutes sur cette conférence, très court, très rapide, très ludique. Les gens veulent apprendre en s'amusant, c'est un vieux ressort, mais aujourd'hui, parce que nous sommes des utilisateurs massifs du smartphone, c'est la révolution ultime, y compris en matière de formation. Les pays émergents aujourd'hui sont des utilisateurs de smartphones. Ils accèdent à tout, y compris le savoir, par le smartphone. Ça conditionne l'ergonomie, la pédagogie, la rapidité, la fluidité du contenu. Donc on veut utiliser une formation comme on s'amuserait avec un jeu. Et ça révolutionne la totalité du processus pédagogique dans les pays émergents, mais aussi dans les pays développés. Ça change, cette nouvelle génération qui arrive, elle change neurologiquement. C'est-à-dire que les premières observations sur nos jeunes, les tout petits, ceux qui sont les premiers bébés tablettes aujourd'hui, on voit que concentration catastrophique, une mémoire qui est proche de celle de l'huître, on hésite entre l'huître et la moule, mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est que le taux de mémorisation devient absolument catastrophique. Et donc, vous ne pouvez plus interagir avec des élèves qui n'ont plus de capacité de mémorisation, une concentration très faible, mais par contre, une capacité, une agilité et à être multi-support en même temps qui est juste hallucinante, de la même façon que vous le faisiez avec des élèves assis dans une classe, obligés d'écouter, c'est fini. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, l'impact de ces smartphones, le changement neurologique progressivement qui va s'opérer dans le cerveau de nos jeunes générations, va faire qu'aujourd'hui, le rôle du formateur est simplement totalement bouleversé. Le rôle de l'université, de l'école, va changer dramatiquement dans un délai extrêmement court que j'évalue à moins de 5 ans. Après ce propos liminaire un peu long et généraliste, venons à votre sujet. L'éloignement d'un certain nombre de zones qui effectivement peuvent être fermées au monde par des conditions météo, par une accessibilité difficile, et c'est le cas des régions montagneuses, mais il y en a d'autres également, quand on a travaillé comme moi longtemps dans les pays émergents et des conditions extrêmes. La formation à distance, c'est
un peu Lagardère. Si tu ne viens pas à Lagardère viendra à toi. Et grosso modo, aujourd'hui, si tu ne viens pas à la formation viendra à toi. Et ça, c'est le grand miracle de la formation à distance, c'est que si elle n'est pas là, disponible facilement, elle peut très facilement venir à vous. Donc là, aujourd'hui, la montagne vous fait peut-être faire des lacets en ce qui concerne la formation, mais ces lacets, le digital est là pour les faire ou pour les défaire. Le global va soigner le local. Pourquoi? Parce que de tout à coup, la totalité de la formation du monde entier, quelle que soit sa langue, sa source, sa provenance, est disponible pour vous. Ce qui signifie que ça révolutionne tout à coup cette idée assez forte et qui anime votre colloque aujourd'hui que si je suis éloigné par un certain nombre de conditions, je ne pourrai donc pas accéder au même savoir, donc je suis défavorisé, donc j'ai un décalage et ce décalage va créer effectivement à terme un décalage qui va se ressentir sur l'économie, sur le niveau de formation des gens et donc sur sa capacité à croître. Mais en réalité, ce qu'il faut avant tout, c'est un bon équipement, un excellent débit. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a encore en France des zones dans lesquelles le débit et l'équipement ne favorisent pas l'accès au débit du numérique et de l'Internet, et notamment des vidéos qui sont extrêmement consommatrices de bande passante. La troisième chose, si vous n'avez pas accès au monde ou que le monde a du mal à avoir accès à vous, tout à coup, grâce au digital, vous avez cet accès. Ce savoir, vous y accédez de façon qualitative. C'est-à-dire que l'avantage d'avoir tout ce savoir accumulé dans tous les pays du monde, disponible sur Internet, fait que de toute façon, aujourd'hui, vous n'avez plus à vous poser la question de savoir si vous l'avez sur place, parce que vous pouvez l'avoir. Et là aussi, c'est une révolution à opérer chez les opérateurs de formation, notamment les universités qui sont largement réunies autour de vous aujourd'hui. Peut-être que demain, l'université n'est plus un lieu où on va dispenser exclusivement du savoir, mais un lieu qui va donner accès au savoir des autres. Et ça serait une première révolution. Ce qui signifie que le formateur à son tour n'est peut-être plus celui qui va dispenser le savoir, mais celui qui va savoir coordonner tous les savoirs du monde entier pour les mettre à disposition de la meilleure façon possible. Celui qui va les actualiser, celui qui va les compléter, celui qui lui-même va créer des contenus. Donc je pense qu'on est vraiment là, en plein, non plus à l'aube comme avant, parce que l'aube elle a duré très longtemps, là on est en plein dans le début d'une grande réflexion qui permet à des territoires plus défavorisés par rapport à l'accès au savoir, d'y accéder de loin, à tout moment, avec une grande flexibilité, avec des universités qui endossent un nouveau rôle qui est celui d'agréger le savoir du monde, de l'organiser, d'être sûr qu'il est légitime, en s'appuyant avec des formateurs, des professeurs, qui demain vont plus être des chefs d'orchestre que des dispensateurs, et qui vont voir ainsi leur rôle beaucoup plus excitant, beaucoup plus drôle, beaucoup plus renouvelé, et beaucoup moins roboratif qu'il n'a été jusqu'ici. Donc si je devais conclure, et je dois conclure cette intervention aujourd'hui, c'est oublier le modèle existant, non pas parce qu'il faut jeter le passé et que tout ce qui appartient au digital est la vérité absolue, simplement oublier le modèle actuel, se demander quels sont les objectifs et comment ils seront mieux servis. Seront-ils mieux servis par le fait de maintenir le modèle, par le fait de changer? Comment les institutions doivent changer, comment les hommes doivent changer. Donc tout doit être au diapason, ce n'est pas les outils qui dictent la pédagogie, ce n'est pas le digital qui dicte la formation, c'est simplement d'utiliser ce digital pour un outil au service du renouvellement de la formation et faire en sorte que tous ces territoires dans lesquels vous êtes aujourd'hui, comme celui de la montagne, celui des Alpes, soient tout à coup, où est la sensation et plus que la sensation, que le savoir s'est tout à coup rapproché d'eux et que l'éloignement est une notion qui, elle aussi, est devenue totalement virtuelle. Et en conclusion de ce propos, j'aimerais revenir et utiliser 3 termes: capitaliser, coordonner, se réinventer. Capitaliser parce qu'il ne s'agit pas, du fait du digital, d'oublier des process immémoriaux qui ont fait la gloire de l'éducation et de la formation des hommes depuis le début des temps, mais au contraire de savoir prendre ce que nous faisons de mieux et accepter de renoncer à ce que nous faisons de moins bien ou de moins adapté. La deuxième chose, c'est coordonner. Pourquoi coordonner? Parce que si les institutions, les hommes, les process et les outils ne sont pas réformés et réinventés au même moment,
alors le changement ne se fera pas. Et justement réinventer, parce qu'il ne s'agit pas de faire du digital une fin en soi, un objectif absolu, une quasi-dictature, mais le faire parce qu'au contraire, ça apporte une réinvention à ce métier de la formation, une quasi-obligation du fait de l'évolution de l'être humain et de l'utilisation des technologies, mais surtout parce que ça la transformera durablement l'accès de tous à un même contenu de qualité coordonné par des institutions qui auront su s'en emparer. Très bonne matinée à vous et à bientôt.